Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous savez à quel point les symptômes de la maladie de Parkinson ou des TOC, les troubles obsessionnels compulsifs, peuvent être envahissants? Eh bien, imaginez que ces symptômes qui empêchent d'avoir une vie normale disparaissent, comme par enchantement. C'est la stimulation cérébrale profonde qui permet cet exploit. C'est une technique spectaculaire, puisqu'il s'agit d'installer une tige métallique dans le cerveau pour le stimuler électriquement. Alors, on va explorer cette technique, bien sûr, à l'occasion de ce nouveau numéro de 30 minutes santé. C'est une émission de l'INSERM qui se tient aujourd'hui dans le cadre de la Semaine du cerveau, du 14 au 20 mars 2022, dans toute la France. Et on va le faire avec Claire Egelen, qui est avec nous, neurochirurgienne, avec un patient qui a bénéficié de cette technique. Et puis avec notre invité fil rouge, c'est Pierre Janin. Bonjour Pierre Janin. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous êtes directeur de recherche à l'INSERM, vous dirigez une équipe de recherche au sein d'un laboratoire qui est le LTSI, le laboratoire de traitement du signal et de l'image. C'est à l'Université de Rennes. Alors, il existe vraiment une technique, la stimulation cérébrale profonde, qui permet de faire disparaître certains symptômes très envahissants dans le cadre de Parkinson, dans le cadre des TOC, pour un certain nombre de patients. Oui, c'est une technique qui est impressionnante, qui donne des résultats impressionnants parce qu'elle va stimuler directement dans le cerveau des structures. Elle va essayer de casser ce mauvais fonctionnement cérébral et rétablir par stimulation électrique en continu un fonctionnement moteur normal. Fonctionnement moteur, ça veut dire c'est la manière dont le corps va se comporter, c'est ça? Exactement. Ouais. Dans la motricité, il y a des aspects physique musculaire, et évidemment tout ça est contrôlé par le cerveau, et donc on va aller agir au cœur de cette action musculaire. Alors, on a parlé des TOC, ce sont les troubles obsessionnels compulsifs, donc quand on a des pensées obsédantes, on a des comportements répétitifs, quand on est le sujet de ces troubles-là. Puis Parkinson, c'est plus connu, mais bien sûr, ce sont des cellules du cerveau qui entraînent des tremblements ou au contraire des rigidités des muscles. Alors, en quoi ça consiste exactement cette technique ? C'est d'aller sur ces petites structures qui sont vraiment qu'on appelle les ganglions de la base, c'est d'aller les atteindre avec cette électrode qui va être implantée chirurgicalement, et puis d'aller stimuler électriquement ces structures pour faire en sorte que les mécanismes qui fonctionnent mal sont excités ou inhibés, ça dépend des théories. On les calme ou au contraire on les stimule. Voilà. Électriquement. Et donc vous parlez de structure, c'est tout petit ce qu'on vise? Oui, c'est des structures anatomiques qui sont de la taille d'une petite amande ou d'un gros petit pois, on dit ça aussi, quelques millimètres. Donc c'est au cœur de mon cerveau et il faut aller l'atteindre avec un fil métallique. Tout à fait, il y en a deux dans chaque hémisphère. Et, deux fils, Deux structures, deux structures anatomiques. Oui, il y a deux structures anatomiques dans chaque hémisphère, et donc on va mettre deux électrodes pour aller stimuler ces deux structures. Donc c'est une technique invasive quand même, c'est pas aussi simple que de prendre un comprimé tous les matins. Non, c'est d'aller mettre une électrode qui est longue, qui fait la taille qu'il faut pour atteindre cette structure qui est au milieu du cerveau, et d'aller l'insérer de manière la moins invasive possible, donc le plus délicatement possible, en passant par le chemin le plus sûr, qui évite certaines structures et qui permet d'atteindre, sans y être en fait, on y va, les neurochirurgiens, la neurochirurgienne, il va en aveugle. Oui, c'est ça, parce que c'est une boîte noire, le cerveau, le crâne est une boîte noire, on ne voit pas ce qu'on fait. Donc c'est assez, on va voir comment parce que là, c'est là où vous intervenez, vous, pour justement aider la neurochirurgienne à savoir où implanter, comment s'y prendre, pour aller atteindre cette petite structure. Et à la fin, donc, j'ai une électrode, et il y a un boîtier aussi qui va donner des impulsions électriques, et il y a un fil, et donc tout ça, à la fin, se retrouve sous la peau. Oui. C'est invisible. Oui, un stimulateur électrique. Ouais. Un peu comme un pacemaker, Tout à fait. On appelle un petit boîtier, le pacemaker du cerveau. C'est vraiment la stimulation. La stimulation neuronale, c'est des technologies qui se développent dans le contexte de ce qu'on appelle l'homme augmenté ou l'homme réparé. Et je pense qu'on va avoir de plus en plus de ce type de technique de stimulation, probablement moins invasive. On va aller vers peut-être de la stimulation externe. Mais aujourd'hui, c'est avec une implantation sur place dans le cerveau.
Et donc vous, Pierre Genin, votre rôle là, au cours dans ces opérations, il s'est agi pour vous de développer des techniques numériques qui justement permettent de faciliter la mise en œuvre de cette technique pour les chirurgiens. Et en l'occurrence, c'est une chirurgienne. Bonjour, professeur Claire Egelen. Vous êtes avec nous, professeur en neurochirurgie et anatomie à la faculté Rockefeller à Lyon, neurochirurgienne aux Hospices civils de Lyon et spécialiste donc de notre technique, la neurostimulation profonde. Et donc en tant que chirurgienne, vous travaillez avec Pierre Genin justement pour mettre au point et développer, soigner des patients, hein, tout simplement. Alors je voudrais qu'on voit une image. Si vous voulez bien, c'est une image tout à fait impressionnante. Alors, celle-là n'est pas très impressionnante, au contraire, vous allez voir justement. C'est un jeune homme qui court dans les couloirs d'un hôpital, donc il court vers nous, oui, qui s'éloigne. Rien de très particulier en réalité. Et en réalité, cette image, elle est extrêmement émouvante parce que ce jeune homme, en réalité, a de très grandes difficultés pour se mouvoir. Et là, on le voit alors qu'il est implanté, hein, c'est bien ça, Claire Eglen? Oui, tout à fait. Ouais. Alors, on va voir comment ça se passe quand ce monsieur n'est pas implanté, quand ce jeune homme n'est pas implanté. Donc là, évidemment, ce sont des images médicales, donc il est en short hein, pour qu'on voit effectivement ses jambes, mais il a une difficulté très importante à se mouvoir. C'est la même personne. Tout à fait. Et lui, c'est une autre maladie qu'on appelle la dystonie, qui est une maladie aussi des muscles, où la stimulation cérébrale profonde est très efficace. La dystonie, très bien. Et donc... on arrive à avoir des résultats absolument spectaculaires et on retrouve, pour ceux chez qui ça marche, alors tout le monde n'est pas éligible et ça ne marche pas forcément très bien chez tout le monde, mais pour ceux chez qui ça marche, on peut avoir des résultats aussi spectaculaires que ça. Oui, tout à fait. Alors après, ça dépend de la maladie, parce que la maladie, par exemple, dans la maladie de Parkinson, elle continue d'évoluer. Donc on ne va pas traiter forcément les symptômes qui apparaissent très à distance. Mais en tout cas, pour certains types de maladies qui atteignent des gens jeunes, comme la dystonie qu'on vient de voir, c'est extrêmement efficace et sur toute la vie. Toute la vie, d'accord. Alors comment est-ce qu'on sait quelle région du cerveau il faut viser? Comment est-ce que vous savez où il faut aller? Oui, où il faut viser, quoi. Ça, il y a eu plein d'études anatomiques hein, oui. Et des études sur les animaux avant d'aller chez l'homme, et maintenant il y a plus de 30 ans. Et puis c'est des zones maintenant qu'on connaît très très bien, et on s'aide d'imagerie, donc l'IRM cérébral, hein, qui nous aide à segmenter, et surtout les outils... Segmenter, qu'est-ce que ça veut dire segmenter? C'est-à-dire délimiter les noyaux qui nous intéressent, où on veut aller, et puis ensuite aider à planifier la trajectoire de l'électrode jusqu'à ce noyau. Et puis surtout des outils comme ceux de Pierre, qui sont indispensables pour moi pour un meilleur résultat de l'opération. Des outils numériques hein, qu'il a développés et dont on va parler évidemment. Alors par exemple, si on prend le cas de la dystonie, donc les difficultés à la marche de ce jeune homme, elles trouvent leurs racines dans une petite structure du cerveau. On a été capable d'identifier de quelle structure il s'agit? Oui, tout à fait. C'est une partie qu'on appelle du noyau pallidum, qui lui est un peu plus gros que la structure qu'on vise dans la maladie de Parkinson. La maladie de Parkinson, c'est un tout petit noyau qu'on appelle le noyau subthalamique. Quelle taille? 8 mm de grand axe par 4 par 6. Enfin, vous voyez, comme disait Pierre, une petite amande. D'accord. À peu près. Et donc là, pour la dystonie? C'est un petit peu plus gros. Il fait, alors je n'ai pas la taille en tête, mais en fait, il est plus gros, mais on sait qu'il y a une seule zone où il faut aller, très précisément. À l'intérieur? Voilà, parce que ces noyaux ont souvent plusieurs fonctions. Ils ont aussi des fonctions où ils peuvent agir sur ce qu'on appelle les fonctions cognitives, de concentration, de mémoire, de travail, etc. Et on veut le moins d'interactions possible sur ces fonctions à côté. Et donc le dispositif ne bouge pas ensuite, hein, on l'installe, il reste à vie. D'accord. Alors quels sont les troubles qu'on peut traiter de cette manière-là? Vous venez de parler de dystonie, on a évoqué le Parkinson, on a parlé des TOC. Il y a les tremblements. Les tremblements, donc les tremblements qui peuvent apparaître dans diverses affections. Oui, il y a le tremblement qu'on appelle essentiel qui apparaît chez les gens un peu plus âgés. Et là, c'est une autre partie d'une structure qu'on appelle le thalamus où c'est extrêmement efficace aussi. Et c'est assez spectaculaire, notamment au bloc opératoire, parce que les gens tremblent énormément, on met l'électrode et ça s'arrête tout de suite. Donc c'est très, pour les étudiants, pour apprendre, on va dire que c'est très impressionnant.
On a parlé aussi de la dépression. On a essayé en tout cas dans la dépression. On a essayé, mais on n'a pas trouvé le noyau. La dépression, c'est une maladie qui paraît plus diffuse dans le cerveau et on n'a pas trouvé la structure qui va améliorer la dépression chez une personne donnée. Pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Par contre, on est en train d'explorer. On sait déjà, il y a l'épilepsie aussi. Mais l'épilepsie, pareil, ça dépend du type d'épilepsie, mais on s'intéresse là à un ou deux noyaux où on pourrait traiter quelques cas d'épilepsie avec aussi la stimulation cérébrale profonde. Et donc là, c'est en cours d'investigation. C'est des protocoles qui sont en cours, oui. Mais c'est pour des personnes qui, je suppose, sont très, très handicapées par... Oui, et qui peuvent rien avoir d'autre comme traitement. Parce que dans l'épilepsie, on peut proposer d'autres choses. Donc c'est vraiment, ils sont contre-indiqués à toute autre forme de traitement. C'est ça. Donc c'est un recours extrêmement important pour un certain nombre de personnes pour qui les autres traitements peuvent être compliqués. Daniel Quatrebeu, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors vous travaillez dans le secteur de la banque. Oui. Aujourd'hui, vous êtes à la retraite depuis pas longtemps. Depuis combien de temps? Alors, je ne suis pas tout à fait en retraite. Ah, pas encore. Je serai en retraite dans 5 mois et demi. D'accord. Par contre, je ne travaille plus parce que j'avais des congés à prendre. Voilà. Alors, c'est comme si vous étiez déjà à la retraite, quoi. Pas administrativement, mais d'accord. Alors, racontez-nous votre histoire. Alors voilà, moi je suis diagnostiqué Parkinson depuis une quinzaine d'années maintenant. C'était en novembre 2006. Et j'ai pu bénéficier de l'opération de stimulation cérébrale profonde en octobre 2012. C'est ça. Le 9 et le 12 octobre 2012. Donc par Claire et Gélanie s'y présente, qui a permis d'améliorer très nettement mon état de santé, quoi. D'accord. Ça a amélioré votre état de santé. Racontez-nous comment est-ce que vous étiez avant l'opération et après? Alors avant l'opération, déjà, je prenais une grande quantité de médicaments. Sur la journée, c'était 6 à 7 fois par jour. Ouais. Et ces médicaments ne me procuraient qu'un mieux que dans les périodes de plus en plus courtes. On appelle les périodes on et les périodes off. Les périodes on, c'est où le médicament fait effet. Les périodes off, c'est où il faut reprendre une dose parce que le médicament ne fait plus effet. D'accord. Et donc ça se produisait plusieurs fois dans la journée. Vous pouvez avoir des moments off, c'est ça? Ah oui, les moments off étaient de plus en plus nombreux. Et les effets étaient de plus en plus forts, quoi. La marche était devenue très difficile. La voix était terriblement affectée, on va dire. D'accord. Et donc, quand on pense à Parkinson, bien souvent, on pense au tremblement. Dans votre cas, ce n'était pas le cas. C'était plutôt des rigidités. Raideur et lenteur en ce qui me concerne. Voilà. Raideur et lenteur. Hein. Moi, je ne tremblais qu'un tout petit peu. D'accord. Et alors, donc, les effets étaient vraiment problématiques. Donc, vous aviez ces effets de raideur, hein, difficulté à vous mouvoir. Oui, par exemple, la marche, il y a un effet freezing, c'est-à-dire, c'est comme si on marchait avec des patins. C'est ça, on marche avec des patins, on a du mal à déployer son pas. Voilà, c'est ça. Ouais. Et alors, après l'opération, comment les choses se sont passées pour vous? Ah ben, c'est une renaissance, c'est quasi une renaissance, puisque la marche s'est nettement améliorée. Et puis la voix qui était pas bonne non plus, ben, il y a eu une évolution extraordinaire. D'accord. Bon, bah écoutez, formidable. Et, oui. Et ce que je voudrais ajouter, c'est que de plus, dans la durée, ça reste, quoi. C'est pas juste un effet immédiat qui se diluerait dans le temps. Là, ça persiste. Et alors, attendez, parce qu'on vous dit, voilà, on va vous mettre un fil métallique rigide dans le cerveau. D'ailleurs, on en met deux au passage, parce qu'il y a deux noyaux, hein, ça j'ai compris. Mais ça fait pas mal? Non, ça fait pas mal du tout. Et donc, on vit avec cela. Donc, le cerveau n'est pas innervé, Claire et Gélanie. Il n'y a pas de nerfs dans le cerveau, donc on n'a pas mal au cerveau, c'est ça que ça veut dire? Ça vous fait rire, mais enfin, c'est pas évident pour tout le monde. Non, c'est ça. Le cerveau ne fait absolument pas mal. Ce qui fait mal, ce sont des enveloppes qui sont autour du cerveau qu'on doit traverser quand on fait l'opération alors que les gens sont éveillés. Mais une fois passées ces membranes, il y a plus de... Ça fait absolument pas mal. Et donc, Monsieur Quatrebeu, vous avez pu continuer à travailler, du coup. Vous êtes jamais vraiment arrêté? Non, je ne me suis pas arrêté. Ouais. C'est-à-dire que, juste après l'opération, il y a un arrêt quand même de quelques mois, qui était environ 3 mois, je crois. Et l'opération comprise. Après, j'ai repris à temps plein. Et puis, au bout de quelques années, je suis passé à mi-temps.
Il y a la fatigue quand même qui ne disparaît pas totalement. Et le rythme du mi-temps était plus adapté à mon temps de travail. Bon, très bien, vous avez pu donc en profiter. Alors Pierre Janin, on l'a dit, vous avez développé tout un ensemble de techniques numériques justement pour faciliter la mise en œuvre de cette technique de la neurostimulation profonde, pour assister le chirurgien dans cette tâche. Et notamment, vous avez fait une représentation 3D du patient pour savoir comment positionner cette fibre, ce fil. Alors, on peut voir l'image ici, et ce qu'on voit, c'est... là, c'est la petite amande dont vous parliez, c'est le noyau sous-thalamique. Voilà, en orange, c'est le noyau qu'on cherche à atteindre. On voit en jaune, on voit effectivement le fil. Alors là, ça donne l'impression qu'il est énorme, hein. C'est un modèle 3D virtuel. Là, c'est des images de test. L'intérêt d'avoir ce type de représentation, on l'appelle un peu le patient virtuel, hein. Oui. C'est de pouvoir travailler en avance l'implantation de l'électrode, par où on va passer, où il faut aller, comment on peut stimuler la petite zone bleue, là, c'est juste pour afficher comment la stimulation électrique, quel effet ça a dans le volume cérébral. Donc voilà, ça permet vraiment de planifier l'intervention avant de la faire, sur un patient virtuel. Alors sur un patient virtuel, mais qui concerne un patient réel. C'est-à-dire, j'ai besoin d'être implanté, donc vous allez prendre des images de mon cerveau. Oui, tout à fait. Il est construit à partir des images médicales du patient lui-même ou elle-même. Images IRM, images scanner. Donc on prend différentes modalités d'imagerie et on construit comme ça ce patient virtuel pour préparer l'intervention. Mais parce que tous les patients ne se ressemblent pas, les petites structures que vous cherchez à viser ne sont pas chez moi au même endroit que chez vous? Globalement oui, localement non. D'accord. Il y a des différences interindividuelles tout à fait sur la localisation, la taille, un peu aussi les sillons et les gyrus, là, les vagues, les surfaces du cerveau sont légèrement différentes chez chacun. Et donc il y a un chemin, parce que voilà, on veut faire en sorte que d'avoir le moins d'effets possible, et donc il y a des structures où on se dit on ne veut surtout pas y toucher, etc. Exactement, vous avez dit, il y a trois choses qu'on essaye de définir. Déjà, la première, c'est où on veut aller, alors où la neurochirurgienne veut aller. Alors, où elle veut aller, il y a un aspect anatomique, donc spatial, on voit aller dans la structure, et puis on l'a dit tout à l'heure, c'est pas simplement la structure qu'il faut stimuler, mais peut-être une petite partie de la structure qu'il faut stimuler, en faisant attention à ne pas stimuler d'autres parties, hein, Claire l'a bien expliqué. Donc c'est où on veut aller en tenant en compte des informations spatiales, donc où, et fonctionnelles aussi. Parce que le cerveau, c'est de l'anatomie et de la fonction. Et puis l'autre, donc anatomie, fonction, et le troisième aspect, c'est le chemin pour y arriver. Donc par où on va rentrer, parce que c'est linéaire, hein, et par où on va passer. Donc le point d'entrée défini avec le point cible, définit la trajectoire, et on s'assure que le long de cette trajectoire, on ne passe pas dans des structures importantes, on ne passe pas dans les ventricules, on ne passe pas dans des vaisseaux. Donc il y a une stratégie d'implantation d'électrodes qui est délicate. Donc ce travail de Pierre Janin, il est indispensable, Claire Egelen, pour que vous sachiez effectivement quel chemin emprunter avec votre électrode. Ah oui, pour moi, c'est une aide énorme. Déjà de voir comme ça, de manière spatiale, les noyaux, alors que quand on a l'image du patient, y a tout un apprentissage. Quand on est neurochirurgien, on ne sait pas implanter une électrode d'emblée. Avant de l'avoir fait. Donc il faut avoir un peu d'expérience, et puis surtout ces outils numériques permettent d'avoir cette représentation en 3D et des informations, comme disait Pierre, fonctionnelles, qui ont été ajoutées au fur et à mesure dans le logiciel. Fonctionnel, ça veut dire non seulement j'ai l'anatomie, je sais qu'il y a un noyau là, mais je sais en plus à quoi il sert, Exactement. etc. Ouais. Quelle est sa fonction. Ouais. Et alors, vous voulez utiliser l'intelligence artificielle, je crois, maintenant. Vous avez ce projet-là où c'est en cours. Pourquoi exactement ? Exactement pour ça. C'est pour essayer d'aller comprendre la fonction du cerveau, mais pas avec des modèles théoriques, mais à partir de données de patients. Donc, on conserve toutes les données des patients qui ont été opérés, on conserve les images, donc le spatial, l'anatomie, mais on conserve aussi toutes les données cliniques de l'état du patient avant la stimulation et l'état du patient après la stimulation, ce que la stimulation permet. Et tout ça, on rentre ça dans une base de données, et par des méthodes d'intelligence artificielle, d'apprentissage, on appelle ça comme ça, on arrive à
montrer les zones qui ont bien fonctionné lors de la stimulation. Et donc on a comme ça des cartes de prédiction de résultats cliniques. Donc ça permet de rajouter à ces cartes anatomiques, ces cartes spatiales qu'on construit à partir de l'image médicale, des informations supplémentaires sur les zones idéales à stimuler. Les zones idéales. Grâce à l'intelligence artificielle, on va réussir à améliorer encore cette technique, Claire Egelen ? Ah oui, oui, et Pierre ne dit pas tout, mais on essaye aussi de prédire avant l'opération quel va être le résultat. Oui, parce que j'ai compris qu'il y avait quand même 15% des personnes chez qui les résultats n'étaient pas à la hauteur de ce qu'on pouvait espérer, c'est ça ? Moi, c'est ce que j'explique aux patients en préopératoire, c'est si on l'opère, on pense qu'on va l'améliorer au moins de 50%. Mais 50%, des fois, ce n'est pas suffisant pour mener une vie normale. Donc on espère les 80, 90%, 100% quand on peut, mais c'est quand même rare. Et nos échecs, c'est quand le patient n'est amélioré que de 50%. Pour nous, c'est un échec. C'est-à-dire on n'a pas un résultat optimum et souvent la personne ne retrouve pas la vie qu'elle avait avant. Alors c'est quand même assez lourd, hein, c'est 8 heures d'opération, donc effectivement ça ne peut pas être pour tout le monde, mais pour des patients... alors, qui est éligible finalement ? Il y a tout un ensemble de critères qu'on a quand les patients sont hospitalisés à 2 reprises dans le service de neurologie. Donc ça, c'est un gros travail des neurologues avant. Et après, on discute tous ensemble dans des staffs et on décide, au vu de l'imagerie, au vu de tous les tests cliniques que la personne a eus, s'il peut avoir cette stimulation. Ça se fait à Rennes, à Lyon ou encore ? 25 centres en France en tout. 25 centres en France. Et donc, c'est une technique qui a été créée en France. Tout à fait. Il y a 30 ans, il y avait Pierre Pollack, neurologue, Halim Louis Benabid, le chirurgien. Grenoble. À Grenoble, tout ça. Donc, c'est là que vraiment ça s'est... C'est là que ça a démarré. Ouais. Très, très avant. Donc, c'est dans la fin des années 80, 1988, il me semble. Avant, il faisait des lésions. Donc, au lieu de mettre une électrode, on abîmait un petit peu le noyau, mais c'était quelque chose d'irréversible. Donc, on était capable d'aller dans le cerveau, oui, de brûler une petite zone. Voilà. Et puis, et alors, dans un certain nombre de cas, ça pouvait améliorer les choses, effectivement. Voilà, mais ça ne durait pas. Ah, ça ne durait pas. Au-delà de 5 ans, quand la maladie évoluait, on n'avait pas moyen d'ajuster comme là, on peut ajuster avec une électrode. Ah, donc là, on peut ajuster avec l'électrode, c'est-à-dire qu'on peut augmenter Voilà. les fréquences de stimulation. Voilà. L'intensité de la stimulation. Enfin, il y a plusieurs paramètres sur lesquels les neurologues peuvent jouer. Donc, plutôt pour des pathologies plutôt sévères, l'apport de Pierre Janin, alors vous me disiez, oui, c'est essentiel, mais alors, à l'époque, on n'avait pas un Pierre Janin pour faire des... Comment est-ce qu'on savait viser le cœur du cerveau ? On avait créé des atlas qu'on appelait statistiques, qui étaient des cartes, si on veut, GPS. Avant qu'on ait les GPS, en fait, on utilisait des cartes. Là, c'était la même chose. On avait une carte du cerveau avec des coupes millimétriques et puis on regardait ces cartes pour se dire statistiquement, le noyau, il doit être là sur le patient. C'est ça. Et puis après, c'est au bloc où on passait beaucoup de temps à ajuster. Ah oui, oui. Parce qu'on est capable de mesurer l'effet finalement. Au bloc opératoire, je recule, j'avance, etc. Et je vérifie l'effet. Parce que l'effet, je peux le voir tout de suite, c'est ça. C'est ça. D'accord, je comprends. Alors, Monsieur Quatrebeu, comment s'est passée l'opération pour vous ? Eh bien, bien. Bon, tant mieux. Alors, j'ai cru entendre tout à l'heure Claire Egelen nous dire, oui, le patient est conscient pendant l'opération. Tout à fait. C'est une histoire de fou, ça. C'est un peu une histoire de fou, oui. D'ailleurs, ce qui est assez extraordinaire, c'est au moment où la neurochirurgienne prend une sorte de perceuse là, et vous perfore le crâne. Vous allez donner envie. Ça résonne, c'est absolument incroyable. Mais il n'y a pas de douleur, quoi. Bon, il n'y a pas de douleur, c'est le principal. Alors, regardons une image, justement, qui montre... déjà cette fibre, alors on la voit là, c'est elle qu'on voit là, c'est cette fibre qu'on implante, donc 1/2 millimètre d'épaisseur. Et là on voit la patiente pendant l'opération. Et là, qu'est-ce qui se passe là ? On lui fait faire des petits exercices avec la main. Tout à fait, donc là c'est le neurologue qu'on voit et on fait des tests en direct pour voir si on n'a pas, déjà si on a un bon effet et puis si on n'a pas d'effets secondaires qu'on veut éviter.
Alors là, par exemple, expliquez-moi, là, typiquement. Là, typiquement... On lui fait faire ce petit exercice. Voilà, il teste si c'est au niveau du tremblement. Donc, Oui. là, il testait un effet secondaire. On est dans le thalamus. Et si le doigt n'est pas stable, on appelle ça une dysmétrie, s'il n'est pas stable, c'est qu'on est en train d'induire cet effet secondaire, donc on va changer de position l'électrode. Parce qu'en fonction de l'endroit où se trouve la tige, l'électrode, on peut avoir des effets tout à fait Oui. Alors, particuliers. Liés à l'anatomie, en fait. Liés à l'anatomie. D'accord. Mais aussi des effets cognitifs, des effets sur la mémoire, des effets sur... Oui, alors ça, on ne le voit pas au bloc. Oui. Parce que c'est sur du long terme. Mais les effets, on va dire, moteurs, c'est-à-dire liés au mouvement, ça, on les voit tout de suite. Et Pierre Janin parlait tout à l'heure des effets moteurs de cette technique. Mais alors, dans les TOC, ce sont les troubles obsessionnels compulsifs. Ce sont des personnes qui vont avoir des pensées obsédantes, des comportements répétitifs. Il faut absolument que je me lave les mains, des dizaines de fois par jour, et ça m'envahit la vie, finalement. Là, c'est pas moteur, là, pour le coup. Et on arrive quand même à agir. Alors, c'est la même structure que dans la maladie de Parkinson, ce fameux noyau subthalamique. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que pour le Parkinson, on va viser plutôt la partie en arrière de ce noyau, alors que pour les TOC, on vise la partie en avant, qui, elle, est impliquée dans ces phénomènes cognitifs et émotionnels. Et c'est là où on agit sur les TOC. Mais les TOC, il y a une partie quand même motrice dans les rites de vérification qu'ont les patients. C'est quand même du moteur, c'est quand même de l'action. Ah, donc c'est aussi par cet intermédiaire qu'on agit. Alors il peut y avoir des effets secondaires à cette neurostimulation profonde. Quels sont ces effets secondaires? Alors c'est extrêmement variable. C'est aussi varié que tout ce qui se passe dans le cerveau. Oui. Il y a des effets aussi qu'on recherche par des tests très très fins qu'on appelle neuropsychologiques pour les conséquences cognitives. Mais dont les patients ne se rendent pas forcément compte, ou ce n'est pas forcément une gêne, on va dire, au quotidien. Mais à Rennes, on avait cette particularité de faire énormément d'analyses là-dessus. Après, avant? Les deux, oui. Avant et après pour comparer. Et dans le temps aussi, on testait les patients à 6 mois après l'opération, et aussi 1 an, 2 ans, voire jusqu'à 5 ans. Ce qui fait qu'on avait comme ça une énorme base de données et un énorme suivi qui était extrêmement instructif. J'ai entendu dire que, par exemple, on pouvait avoir des effets secondaires sur l'addiction, c'est-à-dire que des personnes pouvaient d'un seul coup commencer à développer Non, pas tant que ça. On a eu un moment un doute sur l'alimentation. Ah oui. Ce petit noyau subthalamique avait l'air de faire manger un peu plus certaines personnes. Mais non, ça c'est un effet. Oui, on prend un peu plus de poids, mais aussi parce que la maladie étant moins envahissante, on reprend du poids. Ça c'est plutôt positif alors. Ouais. Voilà, ça c'est plutôt. J'imagine que c'est un tel choc émotionnel, je suppose, de connaître cette expérience. Donc c'est une technique qui se développe, Pierre Janin, cette neurostimulation profonde. Comment ça se passe? Oui, ça se développe énormément. Claire disait plus de 20 centres en France, plein de centres à l'international. La problématique, et vous l'avez compris, c'est que c'est long. Oui. C'est lourd et c'est long. Et donc il y a une limite quand même dans la quantité de patients qui peuvent en bénéficier. C'est long, c'est compliqué. Il faut comprendre bien ce qui se passe pour bien voir où stimuler, comment stimuler. Il faut suivre. L'intervention est longue, c'est cher. C'est une technique qui a un coût important. Donc ça limite quand même le nombre de patients qui peuvent en bénéficier. Il y a encore à améliorer, on le voit bien, la technique dans la réduction au maximum des effets secondaires, dans la recherche de la zone la plus petite possible pour stimuler qui donne les meilleurs résultats, probablement dans des traitements personnalisés aussi, parce qu'aujourd'hui c'est assez standardisé, donc c'est d'aller un petit peu plus encore vers une stimulation individualisée. Et puis peut-être, il y a dans les directions de recherche, travailler sur peut-être plus d'automatisation dans la partie chirurgicale. Il y a encore beaucoup de travail qui probablement permettrait de mieux bénéficier encore de cette technique. Alors l'avenir, comment est-ce que vous le voyez? J'ai cru comprendre qu'on pourrait éventuellement faire de la stimulation depuis l'extérieur, donc ne plus avoir cette fibre qui entre à l'intérieur du cerveau? Alors il y a des recherches, on n'y est pas encore, mais oui, il y a des recherches où on essaie de regarder si on peut... Alors ce ne seraient pas les mêmes structures, parce que stimuler de l'extérieur, c'est difficile à aller stimuler ces structures profondes.
Il y a des recherches aussi sur, Claire en parlait tout à l'heure, sur le fait de brûler la structure, donc avec l'échographie ultrasons focalisée, ce qu'on appelle les HIFU, là, pour aller brûler la structure de manière très localisée, toujours pareil, par l'extérieur. On n'y est pas encore, hein, on n'y est pas encore. Donc je pense que l'invasif, dans les 10-15 années à venir, va rester quand même un standard. On va essayer de faire mieux, par contre, dans cette approche. On va essayer de faire mieux. On fait toujours mieux. Hein. On voit avec vous, à chaque fois, on a des médecins, on a des ingénieurs comme vous, on a des informaticiens. Effectivement, c'est fou ce qu'on arrive à faire. Monsieur Quatrebeu, alors, est-ce que vous avez des projets, là, vous qui êtes un futur jeune retraité, comment est-ce que vous voyez la suite, là? Oui, il y a des projets de voyage. Ah, d'accord. La pandémie a différé un voyage qu'on devait faire en 2020 au Pérou avec mon épouse et des amis. Mais j'espère que ce n'est que partie remise et qu'on pourra faire ça rapidement. Pérou, bon, rien que ça. Bon, écoutez, bon voyage alors. Parfait, on se retrouve en juin prochain, c'est en juin 2022, pour un numéro consacré à la santé des femmes. Cette santé des femmes est extrêmement spécifique et on ne cesse de se rendre compte à quel point. Vous pouvez en savoir plus sur Parkinson, sur la chirurgie assistée par ordinateur par exemple, en vous rendant sur le site de l'INSERM. Il y a des informations un jour sur ces sujets-là. Merci beaucoup à Samia Saya qui a conçu cette émission, à Samia Seri, qui l'a réalisée, aux équipes du département Images et Son d'Université de Paris. Et puis, merci beaucoup à tous les trois d'avoir partagé vos connaissances, à M. Quatrebeu. Écoutez, on vous souhaite le meilleur pour ce grand voyage au Pérou. Merci beaucoup, à très bientôt, au revoir.